Bienvenue dans le débat consacré à l'Iran. L'Iran soumis à une coupure de la quasi-totalité des communications, des télécommunications depuis 7 jours. Selon Iran Human Rights, au moins 3428 manifestants ont été tués depuis le début du mouvement le 28 décembre et 10 000 arrêtés. Selon le ministre des Affaires étrangères iranien dans une interview sur Fox News, le calme règne, dit-il, dans le pays et les autorités ont le contrôle total de la situation. Donald Trump a temporisé son discours en affirmant avoir été informé que les tueries avaient pris fin, c'est ce qu'il a dit. Le président américain a aussi émis des doutes sur la capacité de Reza Pahlavi, le prince héritier, à rassembler les soutiens nécessaires en Iran. L'Arabie Saoudite, le Qatar et Oman ont œuvré pour dissuader le président américain d'attaquer l'Iran et mis en garde contre de graves répercussions pour la région. Les pays du Golfe poursuivent d'ailleurs à l'heure actuelle leurs conversations avec les États-Unis. L'Iran dément que le manifestant Erfan Soltani puisse être exécuté. S'il est reconnu coupable, il sera condamné à une peine de prison, a affirmé le chef de la diplomatie iranienne. On va revenir sur la situation en Iran et sur la répression du régime. Trump va-t-il finalement négocier avec Téhéran et si oui, sur quoi? Le président américain joue-t-il la montre? Quelle est la position des pays du Golfe? Quelle est la position d'Israël? Quels sont les scénarios possibles et probables? États-Unis, Iran, force ou diplomatie? On va poser toutes ces questions à mes invités. Rina Bassis est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice pour Al Monitor et correspondante pour la radio israélienne Cannes. Bienvenue. En face de vous, Sorour Kasmaï. Kasmaï, je me prononce bien. Bonsoir, merci d'être là. Écrivaine franco-iranienne, vous avez dirigé le recueil Femmes, rêves, liberté, 12 histoires inédites. C'était publié chez Actes Sud. Vous êtes aussi traductrice et éditrice et directrice de la collection Horizon Persan aux éditions Actes Sud. Autrice encore de Ennemis de Dieu, ça s'est publié chez Robert Laffont. Bienvenue à vous. Nous avons ce soir avec nous grand reporter au point, Armin Arefi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez préfacé un livre tout récemment, Azadi, 1079 jours, otage en République islamique d'Iran. C'est chez Robert Laffont. Et puis, je vais citer votre livre précédent, Un printemps à Téhéran. Bienvenue à vous. Nous avons en direct de Beyrouth Anthony Samrani. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes co-rédacteur en chef du journal L'Orient le Jour. Avec ce livre, Vue du Liban, bien sûr, La fin d'un pays, la fin d'un monde. Ça, c'est votre dernier ouvrage, Anthony Samrani. Merci encore d'être là. Sorour Kasmaï, je vais commencer par vous. En Iran, la répression est féroce selon plusieurs ONG. On a plusieurs chiffres. Iran Human Rights qui parle de 3428 manifestants tués depuis le début du mouvement, 10 000 arrestations. L'Iran est toujours soumise aujourd'hui à une coupure de l'ensemble de la quasi-totalité des communications. Bien sûr, et c'est la question à poser au ministre iranien des Affaires étrangères. Si le calme règne, pourquoi ils n'ouvrent pas les canaux de communication? De quoi ils ont peur? Le problème, c'est que les gens sont encore de manière sporadique dans la rue. Nous avons des témoignages qui nous parviennent des exactions faites ces derniers jours. Par exemple, l'horreur totale à Rasht, où le bazar de Rasht a été incendié pour faire un guet-apens pour les manifestants qui étaient réunis en face de ce bazar. Or, ce bazar est un bazar circulaire très ancien. Donc, quand ils ont commencé à tirer sur les manifestants, les gens se sont réfugiés dans le bazar. Ils ont mis ensuite le feu à ce bazar. Les forces de l'ordre ont mis le feu à ce bazar. Et quand les gens ont couru dehors, ils leur ont tiré dessus. Donc nous avons, comme ça, en compte-gouttes, de plus en plus d'informations sur les atrocités qui ont eu lieu ces derniers jours. Et le régime prétend, au fait, parce qu'il fait régner une chape de plomb sur la communication, prétend que le calme règne, mais ce n'est pas encore le cas. Et quid d'Erfan Soltani? On a beaucoup vu sa photo ces derniers jours. Il devait être condamné à la pendaison mercredi. Le ministre des Affaires étrangères iranien dit donc qu'il sera en fait condamné à une peine de prison. Vous avez des informations sur son cas en particulier? Normalement, on avait entendu qu'hier matin, il devait être pendu. Après, Trump a dit non, il ne va pas être pendu. Apparemment, il y a eu un contact au niveau des États-Unis et du ministère des Affaires étrangères iranien. Donc, ça aussi, vous voyez, s'ils peuvent lancer un ultimatum à ce régime pour faire arrêter les arrestations, pour libérer les gens qui ont été arrêtés juste pour avoir manifesté, etc., ils peuvent leur faire de la pression.
Nous attendons vraiment des actes concrets de la part aussi bien de l'Occident. Je ne parle pas de bombardement. Les bombardements ne vont pas faire tomber ce régime. Mais bon, nous y reviendrons. Mais des moyens de faire pression. On va écouter. C'est une situation d'urgence. Il faut absolument que la communauté internationale comprenne que la population iranienne est en danger. Donc c'est une situation d'urgence. Il faut des actes concrets. Sans intervention militaire, vous dites. Mais on va y revenir. On va écouter un membre de la famille, justement, du manifestant Erfan Soltani. Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'était qu'hier, la condamnation à mort de Erfan devait être prononcée. Ses parents étaient en route en direction de la prison de Reza Razar, mais sa condamnation n'a pas eu lieu. On demande à la communauté internationale de mettre la pression maximale sur l'Iran et à Trump d'aider à rétablir Internet en Iran pour que la voix des Iraniens soit entendue. Beaucoup de jeunes en prison sont torturés. Erfan est toujours emprisonné. Et moi, je ne me tairai pas. Je serai sa voix jusqu'à ce qu'il soit libre. Erfan doit être libéré. Erfan n'est qu'un manifestant et il ne doit pas être emprisonné pour cela. Il doit être libéré. Armin Harefi, alors pour l'instant, est-ce que finalement cette exécution est reportée? Est-ce qu'il va être condamné à la prison à vie et non pas à la pendaison? On n'en sait rien pour l'instant, mais il est un peu devenu le symbole, disons, de cette répression depuis quelques jours. Alors, il faut déjà dire que c'est le département d'État qui, le premier en langue persane, sur son site Twitter, a mis en avant cette exécution prévue au départ pour mercredi matin et que, effectivement, comme vous l'avez dit, Erfan Soltani est devenu le symbole de la répression, mais également le symbole de la politique de Trump qui fonctionnerait parce que suite aux nombreuses discussions qu'il y a eu entre les États-Unis depuis ce week-end et plusieurs responsables de la République islamique, principalement entre Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain, et Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, il s'avère que pour l'instant, en tout cas, sa peine n'a pas été exécutée et que ce matin, ce jeudi matin, le pouvoir judiciaire revient même sur ses propos et affirme qu'il n'a jamais été condamné à mort, ce qui est complètement contradictoire avec ce qui a été annoncé à sa famille. Les autorités iraniennes ont annoncé à la famille d'Erfan Soltani qu'il serait exécuté mercredi matin. Donc c'est la preuve que... C'est sous pression de l'administration Trump. Alors certainement que les menaces imminentes de frappe ont joué un rôle, et on sait très bien avec les autorités de la République islamique que les pressions qui plus est venant de la plus grande puissance militaire au monde portent leurs fruits. Maintenant, ce n'est pas parce que Erfan Soltani n'a pas été exécuté hier que la répression s'achève. On a encore des témoignages de répression qui se poursuivent, même si il faut dire qu'avec les bribes d'informations que l'on peut recevoir, il y a moins de rassemblements de protestataires aujourd'hui, tout bonnement parce qu'on a dans de nombreuses villes des couvre-feu militaires avec une présence extrêmement importante. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que depuis notamment une semaine, ça fait maintenant une semaine que des dizaines de milliers d'Iraniens sont descendus en masse dans la rue. On a eu, il faut dire les choses, un massacre avec au moins 3428 morts, comme le dit l'ONG Iran Human Rights, mais probablement bien plus. Hier, je discutais avec un médecin en Iran, qui lui, en tout cas, confirmait les chiffres donnés par la chaîne d'opposition iranienne à l'étranger, Iran International, faisant état d'au moins 12 000 morts. Et on sait, par le passé, que ce soit au moment des exécutions en prison à la fin des années de la guerre Iran-Irak en 1988, ou même lors du mouvement de contestation contre la vie chère, devenu mouvement anti-république islamique en 2019, que le régime est capable, en une semaine, d'exécuter, en tout cas de tuer dans la rue plusieurs milliers de personnes. À l'époque, c'était 1500. Aujourd'hui, c'est au moins 12 000 personnes. Répression totalement inédite. Rina Bassis, pour revenir justement sur Donald Trump, qui en fait dit qu'il a été informé, ça il l'a dit pendant la nuit, qu'il n'y avait pas de projet d'exécution. Donc il y a une pression de l'administration Trump sur les autorités iraniennes pour justement qu'il n'y ait pas ce type d'exécution. Et inversement, il ne parle plus vraiment d'intervention militaire. Le discours a changé.
Oui, le discours a changé. Maintenant, il ne faut pas écarter la possibilité qu'il y aura à un certain moment, il y aura une frappe, parce qu'on a bien vu dans le passé, il y a les discours, il y a peut-être aussi, on ne sait pas, peut-être une volonté aussi de cacher quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, il faut exclure aucune possibilité. Mais il faut aussi dire que la question est non seulement ce qui se passe en Iran, mais aussi la question de ce qui se passe à Washington, parce qu'on sait très bien que dans l'administration américaine, il y a deux voies. Il y a la voix plutôt du secrétaire d'État Marco Rubio qui pousse vers l'attaque, et il y a la voix du vice-président J.D. Vance, et avec les autres leaders du mouvement MAGA qui sont contre cette intervention, parce que de toute façon, ils ne veulent pas que les États-Unis jouent ce rôle de policier du monde. Il faut que l'Amérique s'occupe seulement de l'Amérique. Et donc, le président américain a ça d'un côté, et de l'autre côté aussi, bien sûr, la pression côté pays de Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar. On va y revenir sur leur réaction militaire, au pays du Golfe. Anthony Samrani, quelles sont les réactions au Liban, justement, sur une intervention ou pas? On a appris hier que le Hezbollah ne riposterait pas s'il y avait une intervention américaine. Déjà, je pense que le Liban suit les événements de très près, parce que c'est l'un des pays les plus concernés par ce qui se passe en Iran. Vous le savez à quel point le lien est organique entre le Hezbollah et la République islamique, et on imagine à quel point une éventuelle chute du régime ou même un affaiblissement du régime, une transformation de sa politique aurait des effets au Liban. Donc au Liban, les avis sont bien sûr très partagés, c'est-à-dire que les opposants au Hezbollah, qui sont de plus en plus nombreux au sein du pays, sont plutôt favorables à une intervention américaine, même lorsqu'ils sont plutôt opposés à ce que l'on appelle l'axe américano-israélien dans la région. Et au contraire, le Hezbollah et le camp du Hezbollah la craint et la dénonce comme une intervention impérialiste et comme une nouvelle imposition par la force d'un changement, comme ça a pu être le cas par le passé en Irak. Entre les États-Unis et l'Iran, donc est-ce la force ou la diplomatie? C'est vraiment la question qu'on se pose ce soir. Le chef de la diplomatie iranienne a donné une interview à Fox. On va l'écouter. Entre la guerre et la diplomatie est la meilleure solution, même si nous n'avons aucune expérience positive de la part des États-Unis. Mais la diplomatie reste bien meilleure que la guerre. Cependant, c'est au président américain de décider. Sorour Kasmaï, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que finalement les autorités iraniennes veulent une désescalade aujourd'hui? Écoutez, peut-être qu'ils ont le dos au mur et ils essayent de faire baisser la tension, mais les autorités iraniennes ont toujours menti sur tout ce qui se passait en Iran. Ils n'ont jamais donné accès à ce qu'une délégation internationale vienne voir sur place ce qui s'est passé. Il paraît qu'il y a encore des conteneurs aujourd'hui qui sont arrivés à la morgue de Karizak, où on a vu les images de cadavres allongés par terre, comme une sorte de compétition, une sorte d'exhibition théâtrale. Là, il paraît qu'il y a de nouveaux conteneurs pleins de cadavres qui sont arrivés. On n'a même pas eu le temps encore de les identifier, de les enterrer. Alors, M. Araghchi parle de diplomatie. La diplomatie, c'est d'abord le respect de la communauté internationale. Donc, ils ne sont pas sincères, bien sûr, mais ce que l'Occident peut leur répondre, c'est ouvrez donnez-nous la possibilité de venir, d'envoyer des délégations pour observer ce qui s'est passé, de réunir les témoignages, d'avoir les chiffres, etc. Soyez plus transparent, c'est ça que mais ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire parce que, par ailleurs, on sait qu'il y a eu un massacre, un bain de sang. Armin Harefi, il y a un double discours. En fait, peut-être que le ministre des Affaires étrangères tente la désescalade, alors que le ministre de la Justice, lui, est toujours dans un discours beaucoup plus dur. C'est un peu ça, ce qui se passe. Le ministre iranien des Affaires étrangères parle avant tout, et comme le montrait l'interview sur Fox News, à Donald Trump, pour lui dire « circuler, à rien à voir, tout va bien ». Et d'ailleurs, l'Iran ne souhaite pas l'escalade. Il ne faut pas oublier justement que c'est les menaces de frappe américaines qui poussent aujourd'hui l'Iran à bouger d'un iota sur la question des exécutions et peut-être de la répression, même si encore une fois on a des témoignages sur le fait qu'elle se poursuit. Mais le but clairement aujourd'hui d'Abbas Araghchi est de repousser, de convaincre Trump qu'il a eu raison de
cas pour l'heure, de ne pas frapper l'Iran. Et pour ce qui est de la scène intérieure, bien évidemment, il n'a, en tout cas, c'est pas déjà lui qui va en parler. Et de deux, il y a le ministre de la Justice qui, lui, a un discours vers l'intérieur. Mais clairement, il est évident que la République islamique ne reculera pas sur la répression, comme l'a d'ailleurs signalé et ordonné le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, le véritable chef de l'État iranien, encore vendredi dernier, et que le but aujourd'hui, comme lors des précédentes crises, est de dissuader les Américains de frapper, calmer le jeu au niveau régional avec l'aide des pays du Golfe, et de l'autre côté, de pousser les Iraniens à rentrer chez eux. Et encore une fois, vu le bain de sang qui a eu lieu et qui a encore lieu en Iran, il n'est pas étonnant qu'un certain nombre d'Iraniens soient rentrés chez eux. Sauf que le problème reste entier. La détestation du régime par une majorité de la population existe. Et surtout, et c'est ça le plus grave pour le régime, il n'a aucune recette pour subvenir aux besoins de sa population. Et c'est là, au départ, c'est parce qu'ils avaient faim que les Iraniens sont descendus dans la rue. Et aujourd'hui, le régime n'est pas en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un petit peu de devises étrangères pour remplir les ventres. Et c'est ça le cruel dilemme auquel est confronté, je ne sais pas, le dilemme auquel est confronté le régime. Et tout porte à croire que même s'ils arrivaient cette fois-ci à étouffer la révolte, celles-ci reprennent en dépit de la leçon, entre guillemets, qu'ont voulu infliger les autorités iraniennes aux manifestants. Je peux juste ajouter qu'au sein du régime islamique, il y a toujours le partage des rôles. C'est-à-dire le guide dit « allez-y, nous allons combattre les États-Unis, etc. etc. » Le ministre de la Justice, soi-disant, dit « nous allons, il y aura la peine de mort, nous allons arrêter les malfaiteurs, etc. » Et le ministre des Affaires étrangères prône une sorte d'ouverture. Mais il y a toujours double ou triple langage au sein. Il faut avoir une lecture très claire de ça. Et l'Arabie Saoudite, on le disait, les pays du Golfe, le Qatar, Oman, qui œuvrent, eux, pour dissuader justement Donald Trump d'attaquer l'Iran. On va écouter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. C'était mardi. On va l'écouter. Nous sommes bien sûr en pourparlers avec toutes les parties, notamment nos voisins et nos partenaires dans la région, afin de trouver une solution diplomatique. Le Qatar, donc les pays du Golfe, on le disait, Rina Bassiste, eux ne souhaitent pas, ils ont mis en garde d'ailleurs le président américain contre une éventuelle intervention militaire. Le Qatar a fait état du départ d'une partie du personnel de la base américaine d'Al-Udeid, la plus importante au Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'ils redoutent finalement, les pays du Golfe ? Bon, il y a plusieurs niveaux, je pense. Et d'abord, le plus évident, c'est que Qatar a été frappé dans la dernière guerre entre les Iraniens, Israël et les États-Unis. Donc, ils redoutent de nouvelles représailles. Bien sûr, ils ne veulent pas être impliqués à nouveau, justement, dans un tel scénario. Si vraiment le président américain décide de frapper, il y aura une riposte iranienne, c'est assez clair. Donc, déjà, sur un plan extrêmement concret, ils ne veulent pas ce genre d'action. Mais après, il y a aussi d'autres niveaux. Bien sûr, les pays du Golfe veulent garder la stabilité de la région pour les cours de pétrole, pour leurs économies et aussi pour la société civile. Parce que qui dit que ce qui se passe en Iran ne va pas se reproduire dans d'autres pays qui peut-être ne prennent pas la démocratie comme une valeur suprême. Et donc là, vous voyez, ils n'ont aucun intérêt justement que les choses se dérapent d'une certaine façon. Pour eux, le scénario qui est le mieux, c'est qu'on arrive à stopper la violence, on calme les esprits et qu'il n'y aura pas une frappe militaire. Et qu'il n'y aura pas de changement. Anthony Samrani, vous êtes d'accord ? Ils sont pourtant aux aguets, ces pays du Golfe. On les a un peu entendus, surtout le Qatar. Le Qatar redoute effectivement une représaille iranienne si jamais Donald Trump venait à intervenir militairement ? Et toute l'ironie de la situation, et en particulier de ces dernières 24 heures, c'est que finalement, Mohammed Ben Salman et, dans une moindre mesure, Benjamin Netanyahou, ont pour l'instant sauvé la peau de Khamenei.
alors que c'était tout de même un homme qui, il y a quelques années, comparait le guide suprême à Hitler et Netanyahou, dont le rêve est depuis plus de 30 ans d'abattre le régime. Oui, les pays du Golfe craignent d'être le théâtre d'une escalade. Je suis d'accord, ils craignent aussi les conséquences en interne. Et de façon générale, ils se satisferaient très largement d'une solution qui consisterait en un accord où le régime serait affaibli, où il n'aurait plus ses capacités de projection, ses capacités d'aider et d'interférer dans les différents pays arabes via son programme de missiles balistiques et via ses milices. Mais ils n'ont aucun problème à ce qu'il garde la main, y compris et encore plus si c'est une main de fer, sur sa population. Ah oui, donc en fait, à aucun moment, ils jouaient pour une intervention militaire américaine, d'après ce que vous dites, Anthony Samrani. Je pense qu'ils sont très partagés, c'est-à-dire que au fond du fond, si on leur demande, je crois que personne ne regretterait le régime iranien. Mais ils ont des calculs qui sont plus terre-à-terre, de peur, de crainte, de se dire aujourd'hui une escalade peut bloquer le détroit d'Ormuz, peut faire exploser les prix du pétrole. C'est pas une bonne chose pour eux dans leurs calculs. C'est-à-dire, ils sont dans une situation un peu hypocrite dans le sens où ils ne seraient pas contre une chute du régime iranien, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de cette chute. Benyamin Netanyahou, alors, parce que lui, il a un plan déjà tout prêt, bien ficelé, d'intervention militaire en Iran, Rina Bassiste. Et là, tout d'un coup, il est avec les pays du Golfe en train de se dire qu'il vaudrait mieux utiliser d'autres outils. Alors pourquoi ? Oui et non, c'est assez étonnant que cet reportage ce soir de New York Times qui dit qu'il y avait justement une coup de fil hier entre M. Netanyahou et le président américain où le Premier ministre israélien a demandé que pour l'instant on ne fera pas. Ça ne veut dire pas qu'il a demandé qu'il n'y aura pas de frappe. A priori, si on croit ce reportage, il a demandé que pour l'instant, il n'y aura pas. Est-ce qu'il s'agit justement qu'Israël n'est pas assez préparé? Est-ce qu'il estime que les dégâts en Israël de la dernière fois étaient trop importants pour infliger ça une deuxième fois à la population? Je ne sais pas encore. On attend de savoir, justement, d'avoir plus de détails. Mais c'est vous avez été surprise, comme moi, d'ailleurs, de voir ça dans la presse. Absolument, parce que ça fait maintenant plusieurs jours que l'armée israélienne dit on est prêt, non seulement sur le niveau défensif, mais on est prêt aussi sur le niveau offensif. C'est un message extrêmement clair à l'Iran. Si vous frappez, non seulement on va arrêter cette frappe, mais on va aussi riposter. Ça, c'était assez clair et je crois que ça, ce n'était pas des paroles en l'air parce que comme on avait déjà la guerre de 12 jours, aussi les autres frappes avant, on a bien vu qu'Israël ne va pas rester silencieuse s'il y aura une frappe iranienne. Maintenant, c'est possible aussi qu'il y a une estimation israélienne que si M. Trump vraiment décide sur une action extrêmement limitée, peut-être les Iraniens vont se contenter, entre guillemets, à frapper des cibles américaines. Et là, Israël se dit, OK, nous, on va rester à côté, on ne va pas intervenir, justement, s'il y a une frappe sur, par exemple, les sites, les bases américaines au Qatar ou ailleurs. Une façon aussi de se retirer un petit peu du champ, si je comprends bien. Sauf ça, Kasmaï, vous vouliez réagir là-dessus. Tout ça démontre que le curseur n'est pas sur le peuple iranien, sur ce à quoi il aspire, sur son combat pour sa liberté. C'est-à-dire que ce peuple, aujourd'hui, il est réprimé par ce régime. Il y a eu un bain de sang, il y a eu des massacres. On ne connaît pas encore l'ampleur, mais les nouvelles que nous recevons sont vraiment effrayantes. Et donc, juste limiter l'histoire aux frappes ou non-frappe et rentrons chez nous, tout va bien, Madame la Marquise, c'est ça le problème. Alors que nous formulons des demandes concrètes. Nous sommes en état d'urgence en Iran. Il faut venir à l'aide de cette population. Ce n'est pas les frappes qui vont résoudre le problème. C'est justement que les Occidentaux, que l'ONU, que toutes ces instances qui sont en état de, comme disait l'autre jour... d'autres outils alors que l'intervention militaire. On apprend à l'instant, pardonnez-moi, je vous interromps, que la Maison-Blanche assure
sûr, à l'instant, donc, que l'Iran a suspendu 800 exécutions qui avaient été prévues mercredi. Ça, c'est le porte-parole de la Maison-Blanche. Donc, ça a l'air de... Oui, mais ça prouve aussi qu'on peut... C'est ce que dit la Maison-Blanche. Il faut le prendre avec des pincettes, mais ça peut prouver aussi qu'il y a des moyens de pression sur ce régime. Oui, malheureusement, jamais chaque pays agit selon ses propres intérêts. Et quand on entend, par exemple, le discours du Premier ministre Benyamin Netanyahou de soutien aux manifestants, on sait très bien que c'est pour des calculs politiques, personnels et intérieurs. Preuve en est justement cet article, mais d'ailleurs ce n'est pas une surprise. Ceux qui pensaient durant la guerre des 12 jours que le but d'Israël était de renverser la République islamique se trompaient. Quand on parle justement avec des responsables israéliens militaires ou diplomatiques, ils nous disent que les buts d'Israël étaient cantonnés à deux aspects: le programme nucléaire qui a été retardé et le programme balistique qui a été entamé. Pas plus de choses. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas éliminer Khamenei, tout de même, les Israéliens, contrairement d'ailleurs à Donald Trump, me semble-t-il. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait dans ce cas-là ? Je ne sais pas, je pose la question. Alors qu'ils ont réussi quand même à décapiter jusque dans leur chambre plusieurs chefs des gardiens de la Révolution et même l'ensemble de l'état-major, ils auraient épargné Khamenei. En tout cas, effectivement, comme vous le dites, quand on écoute Donald Trump affirme justement que c'est lui qui leur a sauvé la mise. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit à Washington, à Tel Aviv ou même dans les chancelleries européennes, il y a quand même un certain réalisme. Il n'y a pas au sein de la population qui manifeste déjà d'armes et donc de quoi renverser un régime qui détient l'apanage de l'appareil répressif et des armes. La seule solution, quand on se fie à l'histoire récente, pour renverser un régime, avec des résultats d'ailleurs assez hasardeux comme en Irak, en Libye, ce sont des troupes armées, qu'elles soient américaine, israélienne, c'est pas possible. Ou alors... disons qu'il y a des conséquences qui souvent dépassent le simple changement de régime. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en Syrie, Bachar el-Assad est tombé, il y a eu tout un tas de facteurs régionaux, des soutiens de pays comme la Turquie et le Qatar à HTS, la coalition qui est devenue aujourd'hui le gouvernement syrien d'Ahmed al-Sharaa. C'est un exemple d'ailleurs. Mais il y avait des rebelles, djihadistes, islamistes, qui avaient des armes. Aujourd'hui, malheureusement, en dépit de certains groupes kurdes assez limités à l'ouest et balouches au sud-est, il n'y a pas d'opposition armée. Les chancelleries occidentales le savent très bien et savent que des frappes aériennes pourraient envoyer un message. C'était surtout ça, je pense, le but de Donald Trump. Peut-être dans les frappes qui finiront par intervenir, mais envoyer un message au régime, mais certainement pas le faire renverser, à moins que, et là on revient à ce que vous disiez, il décide d'éliminer l'ayatollah Khamenei. Et aujourd'hui, en tout cas, les plus grands experts qui suivent le dossier iranien s'accordent sur le fait qu'il n'est pas possible de réaliser un changement de régime. La possibilité, en revanche, c'est de pousser des éléments au sein du régime iranien à lâcher l'ayatollah Khamenei, qui, par son jusqu'au boutisme, est en train de mettre l'ensemble du régime iranien de la République islamique dans une situation inextricable. Anthony Samrani, je vais vous faire intervenir là-dessus. Est-ce que finalement, il y a une bonne solution, un bon scénario pour l'Iran ce soir ? Malheureusement, non. En tout cas, pas pour les Iraniens. Et c'est quelque chose qu'on a connu à de nombreuses reprises dans la région par le passé, que ce soit en Irak, en Syrie, etc. Et effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est que face à un régime qui repose sur un appareil répressif, tant que cet appareil répressif reste cohérent, reste uni, en l'absence d'intervention extérieure, les manifestants, quel que soit leur nombre, ne réussiront pas à le faire tomber. Donc on est aujourd'hui dans une situation où 3 scénarios se dégagent et les 3 sont inquiétants pour la population iranienne. Le premier, c'est que Trump recule et qu'on arrive à un deal assez bancal avec le régime, un deal, comme ça a été dit aussi sur le plateau, qui ne sera certainement pas respecté par le régime iranien, puisque le régime iranien n'a jamais respecté le moindre accord, à part l'accord nucléaire signé avec les 5+1. La deuxième possibilité, ce sont des frappes symboliques. Peut-être que Donald Trump, d'autant plus s'il est comparé à Barack Obama et sa reculade en 2013, va se sentir obligé tout de même de procéder à des frappes et le fera, mais de façon à ce qu'il n'y ait pas une escalade dans la région. Les Iraniens riposteront probablement également symboliquement et on en restera là
jusqu'à un accord, et un troisième scénario où on part sur des frappes plus lourdes, avec une volonté vraiment de décapiter le régime, donc éliminer Ali Khamenei, éliminer probablement son fils aussi, qui est perçu aujourd'hui comme son successeur, détruire le programme balistique iranien. Mais dans les trois scénarios, j'ai le sentiment, et du point de vue américain et du point de vue des puissances régionales, l'objectif à terme n'est pas le changement de régime, mais la signature d'un accord qui le ferait capituler sur plusieurs points essentiels, à savoir le nucléaire, le balistique et le soutien aux différentes milices dans la région. Et le salut du peuple iranien ou le sort du peuple iranien, malheureusement, ne sera probablement pas dans l'équation si on s'en tient à ces scénarios. Vous êtes d'accord? Un mot peut-être sur Reza Pahlavi, parce que le prince héritier a vu Steve Witkoff, l'émissaire américain, qui ne l'a pas soutenu auprès de Donald Trump. Donc est-ce que ça n'a pas ajouté finalement à ce dilemme de Trump, optant plutôt pour une non-intervention militaire, parce que finalement il n'y a pas de représentant véritable de l'opposition qui pourrait avoir un soutien en Iran? En tout cas, c'est ainsi qu'il l'a interprété, puisque cette rencontre, il ne l'a même pas rencontrée. J'aurais pas voulu être à la place de Reza Pahlavi ce soir, parce que Trump souffle le chaud et le froid. Il dit oui, c'est un gars sympa, mais je ne sais pas s'il a vraiment les épaules pour endosser ce rôle. Le problème, c'est qu'il est évident qu'une partie de la population qui manifeste dans les rues de Téhéran plébiscite Reza Pahlavi, mais il ne représente pas toutes les sensibilités, toutes les mouvances. Nous avons les prisons. Ça aurait été peut-être plus simple, en fait, s'il y avait eu quelqu'un qui pouvait fédérer cette opposition iranienne. Il faut une coalition avec toutes les mouvances, toutes les sensibilités. Sinon, personne ne peut fédérer toute cette population qui est très diverse et variée. Mais l'opposition iranienne a toujours été extrêmement divisée. C'est quand même, moi je trouve, la révélation de cette révolte, dans le sens où on a eu quand même un grand nombre de slogans scandés dans les manifestations, non plus uniquement contre le guide suprême, mais en faveur de quelqu'un, Reza Pahlavi. C'est un peu la première fois que son nom est cité par les manifestants. Et quand on discutait avec les manifestants, ils nous disaient que, en tout cas, il me disait que c'est pas forcément la personne de Reza Pahlavi, mais ce qu'il représente, la modernité, l'iranité, pas l'idéologie, la nostalgie islamique et la nostalgie, sans oublier bien sûr tous les on va dire les errements de son père, notamment par rapport à son aspect dictatorial. Maintenant, il y a aussi une question, on se pose la question aussi de sa responsabilité. On a un prince héritier, Reza Pahlavi, qui appelle mercredi dernier la population à descendre dans la rue. Un grand nombre, des dizaines de milliers d'Iraniens sont descendus dans la rue et ils se sont fait massacrer. Et donc la question c'est, soit il avait et il a des personnes, des liens au sein du régime et des forces de sécurité pour assurer ses arrières et ceux de la population, soit il leur a demandé d'aller au Caspique, à l'aveugle. Et là, il porte quand même une responsabilité importante. Bien sûr, la responsabilité principale incombe au régime, mais c'est une question. Est-ce qu'il a aujourd'hui des gens au sein du régime prêts à lâcher Khamenei pour aller vers lui? Pour l'instant, on ne le voit pas. Reza Pahlavi, en tout cas, effectivement, ne représente pas toute cette Iran, toute cette opposition qui aurait peut-être aidé Donald Trump à prendre une décision plus radicale d'intervention pour le regime change. Effectivement, et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui était en Israël il y a 2 ans, qui a été reçu par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Donc les Israéliens, ils ont des relations assez étroites avec lui. Et lui-même, dans une communiqué dans une vidéo qu'il a publiée il n'y a pas longtemps, il a justement présenté sa vision pour l'Iran des lendemains. Et l'Iran des lendemains aura de bonnes relations avec l'État hébraïque. Et donc là, on va bien, en tout cas côté israélien, il n'y aura aucune objection que ça sera, que ça sera lui qui va mener la balle. Et maintenant, j'aimerais quand même dire... Pourquoi est-ce qu'il ne le soutient pas, Arina Bassis? Mais je crois que c'est assez clair parce qu'on regarde peut-être l'exemple de la Syrie, où il est très enchanté justement de M. Chara, et il va en lui justement la bonne personne pour diriger la Syrie vers son avenir, parce qu'il voit quelqu'un qui est charismatique, qui est fort, et qui peut rassembler des soutiens aussi militaires, qui a une certaine force derrière lui, une force non seulement politique mais aussi militaire. Et Reza Pahlavi n'a pas ça. Il n'a pas le charisme, il n'a pas la force, il n'a pas les soutiens militaires, il n'a pas de soutien politique.
Et donc, une personne comme ça, c'est pas la personne qui tout de suite attire justement l'attention de président Trump comme celui qui peut incarner l'Iran du lendemain. Anthony Samrani, ça fait partie peut-être de ce dilemme de Trump, justement, que Reza Pahlavi, qu'il ne soutienne pas Reza Pahlavi parce qu'il pense, voilà, il dit effectivement qu'il est sympathique, mais pas plus. Ça m'embête de dire ça, mais j'ai envie de donner raison au président américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on pense du personnage, on a une figure externe qui n'a pas été dans le pays depuis longtemps, qui n'unifie pas, mais surtout qui n'a pas la possibilité de changer directement la donne sur le terrain via des forces qui seraient à la fois structurées et armées. Donc Reza Pahlavi pourrait être à un moment donné rentrer dans l'équation si jamais il y avait des grandes négociations internationales autour de l'avenir de l'Iran, si le régime était amené à tomber. Mais à mon avis, aujourd'hui, il n'y est pas du tout. Aujourd'hui, la seule équation se joue en interne à l'intérieur du régime, à savoir est-ce que certains cadres du mouvement, est-ce que certains hauts dignitaires sont déjà en train de préparer l'après-Khamenei et sont prêts à soit le sacrifier, soit sacrifier une partie de ce qui étaient les fondamentaux, les piliers de la République islamique, dans le but de préserver le régime, un peu comme cela a été fait au Venezuela. On apprend à l'instant, toujours du côté de la Maison-Blanche, que Trump garde toutes les options possibles, toutes les options sur la table en ce qui concerne l'Iran, me semble-t-il. J'espère que je ne dis pas une bêtise, parce qu'il y a le dossier iranien et le dossier du Groenland, tout ça, donc il nous parvient de la Maison-Blanche. Donc il regarde attentivement cette situation en Iran, donc tous les scénarios sont encore sur la table. On va faire un petit tour sur la France tout de même, puisqu'Emmanuel Macron a réagi ce matin lors de ses vœux aux ambassadeurs. On va écouter le président français. Face à la révolution en cours en Iran, aux attaques odieuses contre leurs propres citoyens décidées par le régime, la France a appelé à la cessation de ces attaques terribles, au respect de la population civile, mais aussi à ne pas escalader dans la région. Et c'est pourquoi nous avons renforcé notre posture. Nous avons décidé de la protection, évidemment, de nos ressortissants et de nos militaires, mais nous avons décidé aussi d'être aux côtés de tous nos partenaires pour contribuer à la stabilité et la sécurité de toute la région dans ce contexte. C'était les vœux aux forces armées ce matin et non pas aux ambassadeurs qui avaient eu il y a quelques jours. Un mot justement sur ce qu'il a dit sur Sourour Smaïla. Il prône tout de même la prudence, la stabilité, le président français. Vous voyez, de nouveau, c'est là le cœur du problème. C'est-à-dire, ce n'est pas l'état d'urgence dans lequel se trouve la population iranienne, c'est stabilité, les demandes des pays du Golfe Persique, le souhait d'Israël, etc. Alors que nous sommes en état d'urgence. Et donc, il faut venir... Ce qui vraiment profondément me révolte, c'est qu'on est tous pendus aux lèvres de Trump. C'est-à-dire, tout l'Occident, il n'y a plus de G7, il n'y a plus d'ONU, il n'y a plus l'Europe. Tout le monde attend de savoir si Trump décide de faire un pas ou pas. C'est ça le cœur du problème. Alors que vous pensez que les autres institutions pourraient peser beaucoup plus lourd sur le sûr, destin des Iraniens? S'ils prennent acte de ce qui est en train d'arriver à la nation iranienne, ils doivent entrer. Sinon, après, ça va être comme à chaque fois qu'il y a un génocide quelque part, on va dire on ne savait pas, on n'était pas au courant, on est arrivé trop tard. Après, il y a une négociation, je vais vous faire agir tous les deux, en ce moment entre la France et l'Iran sur la libération, puisqu'ils sont toujours bloqués à l'ambassade de France à Téhéran, Cécile Collère et Jacques Paris, contre une Iranienne, donc Madieh Efsandiari, dont le procès s'est ouvert, qui est accusée d'apologie du terrorisme. Et peut-être que comme que la France se trouve dans une position de négociation, c'est compliqué pour elle d'afficher un soutien, en tout cas de condamner le régime beaucoup plus que cela. D'après ce que l'on sait, les négociations sont terminées. En fait, il n'y a plus qu'à attendre la décision de justice indépendante de la France pour qu'ensuite... Donc il y aura bien échange entre cette Iranienne
En tout cas, la question des otages pèse forcément sur la réaction française, mais même au-delà de la question des otages, souvenons-nous, au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté, beaucoup de manifestants en Iran et de réfugiés exilés en France disaient qu'ils appelaient la France à un geste fort, diplomatique fort, comme le rappel des ambassadeurs européens, comme le placement des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et ce que nous disaient à l'époque en off les diplomates, c'est que on ne peut pas se permettre de se couper du pouvoir iranien qui reste, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, le pouvoir en Iran. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les messages que l'on peut entendre dans les chancelleries occidentales, toujours en Iran, c'est que le massacre est terrible, il faut essayer d'aider les Iraniens, mais le régime ne va pas tomber. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire comme en Syrie en 2012, un an après le début des massacres de la Révolution, et fermer l'ambassade, rentrer en France et ne plus peser sur l'avenir de ce pays? Visiblement non, d'autant que, il faut aussi le rappeler, je ne suis pas en train de le justifier, mais la France aujourd'hui a des liens de plus en plus, en tout cas repris langue à la faveur des négociations sur le retour des otages avec les autorités iraniennes, avec lesquelles ils discutent sur tout un tas de questions régionales, sur la question du nucléaire, sur la question du balistique et de l'influence iranienne, et que je pense que les services français ne veulent pas certainement pas tout risquer de tout perdre et de couper ces liens alors que le régime va rester. Alors justement, je repose la même question, celle que j'ai posée à Anthony Samarani il y a un instant, Arina Bassiste. Quelle est la bonne solution pour l'Iran? Quel est le bon scénario pour l'Iran? Bon, c'est sûrement pas le scénario que la France avance, parce que là, justement, je suis d'accord avec cette analyse que la France ne veut pas couper les dialogues avec les régimes, donc on fait rien. En fait, on attend, on va peut-être mettre quelques petites sanctions sur quelques personnes dans une dizaine de jours, dans 2 semaines. On va regarder avec tous les Européens et on ne va pas désigner les gardiens de la Révolution. Ça, sanctionner et ça, les gardiens de la Révolution. Ce n'est pas tous les pays européens qui prennent cette position. C'est vraiment une position française. Et donc là, on est dans un scénario où l'Europe est complètement bloquée, et au lieu de prendre des mesures beaucoup plus fortes, comme c'était dit tout à l'heure, pour pousser les régimes. Parce que si le régime ne va pas tomber, si c'est ça, et c'est ce que tout le monde pense, en ce cas, il faut lutter qu'il y aura des changements au sein de ce régime. Et là, on ne voit pas du tout le monde occidental en train de pousser les Iraniens dans cette direction. C'est quoi le bon scénario pour l'Iran? En tout cas, et les Iraniens, surtout. Ce ne serait pas un scénario à la vénézuélienne. Ce n'est pas ce que souhaite le peuple iranien. Le peuple iranien veut en finir avec ce régime. Enlever Khamenei, mettre Pezeshkian à la place, ou Rouhani, ou d'autres rumeurs qu'on entend, bien sûr... Mais face à la répression, si c'est que de l'intérieur, est-ce que ça peut véritablement venir que de l'intérieur? Je pense que l'Occident doit d'abord prendre acte de ce crime contre l'humanité, qu'on peut absolument qualifier ces atrocités de crimes contre l'humanité, et donc d'entrer dans un état d'urgence et de décider de démarches vraiment fonctionnelles par rapport, c'est-à-dire appuyer pour qu'on rouvre les communications, pour qu'il y ait Internet de nouveau, pour qu'on puisse voir l'étendue de l'horreur, et puis surtout qu'il y ait des délégations étrangères qui arrivent pour pouvoir témoigner de ce qui s'est passé. Tout cela, s'il y a une vraie pression occidentale, des pays européens, etc., et que si les pays européens peuvent entraîner avec eux dans cette démarche les États-Unis, ça fera reculer le régime pour au moins qu'on puisse voir à cet état-là, à ce moment-là, arrêter la tuerie. Anthony Samarani, juste un mot de conclusion en 30 secondes. Tout peut basculer. En 30 secondes, il y a oui, l'histoire n'est pas terminée. Ce régime est condamné. Toute la question est de savoir dans combien de temps il va mourir et quel sera le prix à payer pour sa mort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. C'était court. Merci d'avoir été très synthétique pour cette fin d'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rina Bassiste, merci à vous, Sorour Kasmaï. Merci Armin Arefi. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux. Restez avec nous.